Bonjour à tous, on commence à entendre parler de rumeurs de Game Boy Classic Mini et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion justement de mettre un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour voir précisément c'était quoi la Game Boy et qu'est-ce qu'on peut en dire assez rapidement. Eh bien là on en a deux sous la main et on va en profiter justement pour faire le tour de cette machine. Alors ici on en a même une directement emballée. Alors c'est pas le modèle qui est sorti en 1990, en septembre 1990, ça c'est un modèle qui est sorti plus tard et dont ils avaient en partie d'ailleurs dépouillé le pack, puisque là-dedans on va pas retrouver le jeu Tetris qui était intégré lors de la sortie, on va pas retrouver non plus les écouteurs qui étaient fournis direct à la sortie. Alors rappel, le pack lorsque la console est sortie coûtait donc 590 francs, ce qui correspond, grâce à la magnifique calculatrice INSEE, inflation comprise, à quelques 130 €. Donc finalement on est à peu près sur le prix d'une Nintendo New 2DS. Et on se situe 2 fois plus cher que la Switch, qui n'est évidemment pas comparable puisqu'on peut la brancher sur la télé. Alors, et donc pour ce prix-là, comme je vous disais, on avait Tetris, on avait les écouteurs en plus qui ne sont pas dispo dans ce pack-là. Alors voilà la console. Et déjà en fait, ce que j'avais trouvé vraiment étonnant à l'époque, c'est que ils avaient fait le choix du format portrait et non pas paysage comme avec la Game Gear par exemple ou avec la console Lynx, et finalement c'était pas super pratique parce que lorsqu'on la tenait dans les mains, et bien finalement à l'arrière les doigts se chevauchaient et on était même d'ailleurs, faut le dire, gêné par ces stries latérales là comme ça qui faisaient vraiment mal aux mains au bout d'une période de jeu prolongée. Alors aussi on peut parler rapidement de l'alimentation, on mettait donc 4 piles là-dedans. Et contrairement à la Switch maintenant qui va pas avoir une autonomie d'enfer, évidemment c'est pas comparable, c'est plus puissant, ça se met sur la télé, etc. Mais comparons quand même les deux machines parce que c'est deux portables, c'est les deux fers de lance portables, alors même si l'autre va sur le salon, de Nintendo à deux époques différentes. Et bien celle-là vous offrait entre 10 et 15 heures d'autonomie contre, je sais pas, peut-être 2,5 ou 3 pour la Switch, quoi. Donc vraiment grosse perte d'autonomie avec la Switch, mais perte d'autonomie aussi par rapport à la New 2DS puisque on se situe quand même pas à 15 heures avec une DS. Alors, et ce depuis la sortie de la toute première. Alors, donc voilà pour ce qui est de l'alimentation. Petit défaut de fabrication qu'on trouvait sur la console, c'est que cet ergot avait souvent tendance à péter, et ce qui fait qu'après il fallait tenir le compartiment à pile avec du scotch. Alors, quelle est la grosse nouveauté ultra puissante de cette console lorsqu'elle est sortie? Eh bien c'est tout simple, on l'a vu là-haut, c'est le slot cartouche. Et oui, parce qu'il faut quand même savoir qu'on revenait de loin avant cette machine, on jouait avec les Game & Watch que je n'ai plus là actuellement, et je vais vous montrer un peu ce que ça donne en photo. Là vous pouvez le voir tout de suite, c'était ça. Et les jeux n'étaient pas interchangeables. Quand on voulait interchanger les jeux, fallait se racheter un Game & Watch et ça coûtait une blinde. Alors ensuite, ce qu'on peut en dire au niveau des entrées et sorties, parce qu'il y en avait quand même déjà à l'époque, mine de rien. Donc oui, je reviens vite fait à ça, le support cartouche, donc la grosse nouveauté. Les jeux sont interchangeables sur une portable. Ça a peut-être existé avant, j'en sais rien, mais en tout cas moi en tant que consommateur, c'est la première fois que j'ai vu ça avec cette Game Boy. Alors au fait, le ou la Game Boy, l'éternel débat. Écoutez, si on se réfère là au packaging, c'est marqué clairement, je ne sais pas si vous allez bien voir, le Game Boy. Voilà. Donc jeu interchangeable. Ensuite, ce qu'on peut en dire, c'est qu'au niveau de l'écran, déjà on va voir, c'était quand même très moche, je vais la démarrer tout à l'heure. Mais surtout, la partie protectrice de l'écran, c'était pas du Gorilla Glass, c'est-à-dire que ça avait vite tendance à rayer et se transformer en patinoire. Et autant dire que l'écran étant ce qu'il est, on voyait plus grand chose assez rapidement. Et on n'avait pas trop pour habitude d'ailleurs à cette époque-là de poser des films de protection à l'époque sur les écrans, ce qui est dommage parce que ça aurait pu éviter des problèmes à certains. Ensuite, ici on a la prise casque, donc je le disais, le casque était fourni avec le modèle original, mais pas avec celui-là, qui était vendu un peu moins cher d'ailleurs. On va trouver ici un potentiomètre pour le volume, et oui, le son est en stéréo, ce qui n'était même pas le cas avec la NES, puisque les deux consoles ont coexisté pendant un bon moment. Donc finalement au niveau son on faisait mieux que sur la console de salon. Évidemment au niveau graphique on faisait moins bien puisque là on est en monochrome et ça avait quand même moins de patates qu'une NES. Ensuite on va trouver ici le réglage de l'écran, donc ça on va voir, c'est juste plus ou moins foncé et finalement on n'a que 4 niveaux de gris. Ensuite ici on pouvait brancher sur secteur, mais honnêtement vu l'autonomie gargantuesque qu'on avait, comme je viens de vous le dire, ça avait même pas grand intérêt. Je crois que j'ai jamais utilisé un adaptateur secteur. Mais c'est pas tout au niveau des entrées-sorties. On va trouver ici une prise qui va permettre de brancher, si j'arrive à ouvrir ce petit truc, c'était bien fixé,
Ça va permettre de brancher, alors ça c'est pareil d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, c'était fourni avec la console de base et pas avec ce modèle que j'ai là, un câble permettant de jouer à deux. Et d'ailleurs, dès le premier jeu qui était fourni avec la console, on pouvait le faire puisque Tetris était jouable à deux. Donc évidemment, il n'y avait pas de Wi-Fi à l'époque, hein, encore moins de Bluetooth, on raccordait les deux consoles via le câble et on avait même un multitap comme sur Super NES plus tard permettant de mettre 4 consoles ensemble. Voilà. Donc on va refermer ce petit port d'extension et ce port d'extension, à ma connaissance, n'a jamais servi qu'à ça. Ensuite, bah voilà, au niveau des contrôles, hein, la fameuse croix directionnelle Made in Nintendo, les deux boutons, les touches Select et Start, et ici le haut-parleur, puisque le son était mono sur la console et stéréo uniquement lorsque l'on utilisait un casque. Donc là, on a pas mal fait le tour de la console, et je pense que ce serait vraiment bien maintenant de la démarrer quand même. Pour ça, on va se prendre un petit jeu. Tiens, d'ailleurs, j'ai retrouvé la bonne vieille boîte d'époque. Ils sont en train de nous refaire le coup, d'ailleurs, avec la Super NES Classic Mini. Là, je vais vous montrer une photo d'une boîte qui essaie de ressortir un peu ça de façon tendance années 90, la boîte de transport pour la SNES Classic Mini. Eh bien, à l'époque, effectivement, on utilisait ce genre de truc que j'avais un petit peu customisé déjà à cette époque-là, en rajoutant des jeux collés à l'avant, puisque ça ne me suffisait pas, en fait, combien il y avait, peut-être 4 emplacements à l'intérieur. Donc on mettait ces cartouches de jeux, et c'est vrai qu'une autre particularité du Game Boy, bah, c'était de proposer des jaquettes pour ces jeux, ce qui était plutôt pratique, ça évitait d'abîmer ces cartouches dans son cartable ou dans toute autre chose. Donc voilà le genre de choses qu'on utilisait à l'époque, et ici on pouvait mettre les câbles, le câble multijoueur, ou bien, par exemple, le casque, tout simplement. Le casque d'écoute. Et donc oui, j'ai un peu perdu le fil, j'en étais au jeu. Allez, on va prendre plutôt un petit Mario, ce sera quand même bien représentatif de l'ère Game Boy. Alors c'est pas celui qui est sorti peu après la sortie de la console, non, même en même temps que la sortie de la console, celui-là est sorti un peu plus tard. Ça c'était le Mario 2 sur Game Boy. Tiens, je vais y arriver, il est vraiment bien dans ce logement, et avec la caméra en face de moi, je dois dire que je galère un petit peu. Allez, c'est parti. Donc là, on va insérer la cartouche, un jeu différent par cartouche, et même pour certains, une pile dans la cartouche qui permet de sauvegarder sa progression, comme sur NES, comme sur Zelda sur NES. Enfin, il y avait finalement peu de jeux qui disposaient de cette fonctionnalité sur NES. Et voilà, on va pouvoir la démarrer et voir un peu le massacre que c'était à l'époque. Alors là, mon écran est un peu bousillé, en fait. Vous voyez, on ne voit que sur... il y a toute une bande qui manque sur l'écran, mais ça va quand même vous donner une bonne idée. Je vais même encore rapprocher la caméra pour que vous voyez mieux. Et voilà, dans les années 90, on jouait avec ce genre de choses. Alors, je vous ai parlé du potentiomètre qui était sur le côté pour régler effectivement que ce soit plus ou moins foncé, en fait, plus ou moins intense, les niveaux de gris. Mais voilà, on va toujours rester avec ces 4 niveaux de gris, dont le fond qui sera l'absence de couleur, quoi, tout simplement, et qu'on va pouvoir régler de cette manière-là. Alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est que cet écran à cristaux liquides déjà avait une forte rémanence. Donc là, le jeu est un scrolling horizontal pas très rapide, donc on s'en rend pas forcément super compte. Mais lorsque le scrolling était rapide, effectivement les pixels, si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça, avaient tendance à baver assez fortement, et c'était fonction de la température extérieure aussi. Et oui, quand on jouait dehors et qu'il faisait un peu froid, la rémanence était encore plus forte sur les pixels, et là c'était vraiment des grosses traînées dans tous les sens dès lors qu'il y avait le moindre déplacement à l'écran. Donc voilà ce que ça donnait en termes de graphisme, hein. C'est vrai que c'est pas terrible, mais en même temps on était quand même content de jouer avec ça. Tiens, on peut se mettre même un petit peu de son, sauf si on n'a pas dans la démo. Apparemment il n'y a pas de son dans les démos. Allez, on va quand même démarrer cette console. Voilà, donc là effectivement il y avait la progression qui était enregistrée, hein. C'était quand même vraiment pas mal pour l'époque finalement. Et on avait vraiment un super son. Et ce jeu là était vraiment top, hein. Pour l'époque c'était une pure révolution d'avoir ce genre de jeu en version mobile dans sa poche, c'était juste incroyable. On n'avait vraiment pas idée de ce qui a pu arriver par la suite, même si on souhaitait effectivement quand même disposer de la couleur au minimum. Voilà. Et voilà avec quoi on jouait. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur cette sympathique Game Boy? On avait ici le témoin de charge, hein, donc la LED forcément diminuait en intensité à mesure que les piles commençaient à mourir. Autre petit détail technique qui était sympa, c'est que à la manière de la Super NES, en tout cas de la Super Nintendo et de la Super Famicom, mais pas de la Super NES américaine, on trouvait également un verrouillage de cartouche. Lorsque la console était allumée, on ne pouvait pas retirer la cartouche, c'était pas possible. Alors autre chose quand même assez importante
important qu'il y a à dire sur cette console, c'est que cette console, c'était un tank. Hein, je veux dire, honnêtement, c'était vraiment indestructible, c'était du super matos. Bon, même si là on voit que une partie droite de l'écran est foutue, c'était peut-être un défaut d'usine, j'en sais rien. En tout cas, vraiment, c'était du super matériel, ça tenait vraiment bien le coup. C'était vraiment le top du top à l'époque. Et finalement, ça coûtait encore pas trop cher. Hein, le coût restait maîtrisé. Donc voilà pour cette petite présentation de la Nintendo Game Boy pour ceux qui n'ont pas forcément connu, puisque finalement ça commence tout doucement à dater. 1990, c'est vrai que c'était pas hier. On pouvait se procurer ça dans les meilleures crèmeries. À l'époque, justement, en parlant de crèmerie, il n'y avait pas de magasin de jeux vidéo. On allait acheter ça dans un magasin de jouets. Et effectivement, avec des vendeuses qui n'y connaissaient, faut le dire, strictement rien à la question des jeux vidéo. Et voilà, on a fait le tour de cette sympathique Game Boy en attendant la version classique qui va peut-être pas tarder à débarquer. D'ailleurs, ce serait vraiment étonnant que Nintendo se prive de sortir ce genre de console. Je pense qu'on peut s'y attendre pour dans pas longtemps, effectivement. La rumeur paraît fondée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, un petit pouce bleu, un abonnement pourquoi pas ou un partage. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de jeux vidéo ou autre.